Jean-Jacques Rebout. Ah. Si Hubert Prolongeau a une fascination pour Bonaparte, Jean-Jacques Rebout a une fascination pour De Gaulle. Mais vraiment, hein. Il est fou de Gaulle et des poules. Je ne sais pas s'il y a un rapport. Voilà. Alors, voici arrivé devant nous cet impie qui a son actif tant de délits, de crimes, de moqueries au plus haut de nos institutions, que l'on se demande réellement s'il n'aurait pas fallu le fusiller, cet infâme sybarite sans plus de procès que de beurre au cul. Pourtant, la vie lui avait fait des cadeaux, des beaux cadeaux, enveloppés dans un fin cellophane enrubanné et parfumé des doux parfums d'Orient. En effet, ce mécréant a commencé sa vie comme instituteur. Mesdames, messieurs, instituteur. Un beau métier qu'il a vite abandonné, heureusement. Imaginez nos chérubins traumatisés par les diatribes enflammées de notre dévergondé. Après, ça a été l'errance. Ouvreur de cinéma, plus ou moins porno, employé de banque syndiqué, directeur de revue de poésie, éditeur, il a fondé les éditions Canaille, Baleine, et enfin devient écrivain. Il est déjà passé par mes mains immaculées, je me souviens de lui. Écrivain, c'est pour cette faute, somme toute bénigne, en rapport du reste, qu'il est là devant nous. Lui aussi est passé souvent dans des cours de justice. Et il y a même l'Opus Dei qu'il a appelé, et il a gagné contre l'Opus Dei. C'est dire le bougre. La lourde tâche qui incombe à maître Joanne d'Aquession me navre. Courage, maître. Je vous ai compris. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, ou Paya. Je commencerai dorénavant mes plaidoiries par cette incantation. C'est une formule magique, un délire entre Vincent van Gogh et Charles de Gaulle, le résultat d'un beau mélange entre le gaullisme et la peinture à l'huile. Cette formule délirante est à l'image de la personne que je défends aujourd'hui. Monsieur Rebout, je vous ai compris, même si vous avez commis l'irréparable. De Gaulle, Van Gogh, ma femme et moi. Je me suis dit, encore un dossier de commission d'office, où le gamin va me chanter le même refrain. C'est pas moi, j'y suis pour rien. Une affaire perdue d'avance. Erreur. Cette commission d'office m'a offert une véritable pépite. J'ai tout de suite compris que j'allais devoir défendre un criminel atypique. Il est rare de se dire que son client est un génie. Mais là, c'est le cas. Le crime parfait, brillamment prémédité, terriblement loufoque et irrationnel. L'auteur de cette abomination n'a aucune circonstance atténuante, strictement aucune. Vous avez à juger un criminel né, le criminel du meilleur polar historique. Qu'est-ce qu'il distingue, allez-vous me dire? Le mode opératoire, qui n'a rien de classique. Vous avez aussi à juger un récidiviste. Son casier judiciaire conforte la réalité de son profil criminel. Entre le prix du polar de salon, Montigny-les-Cormeilles avec post-mortem et le prix de la Mayenne avec le massacre des innocents, la messe est dite. En réalité, le plan machiavélique de Jean-Jacques Rebout est remarquable. Son œuvre, un vaste délire, ô combien riche. Et je vous rapporte la preuve aujourd'hui que mon client a été animé par une véritable intention criminelle, celle de faire rire le lecteur, celle de le surprendre, de l'enrichir, de le balader, de le duper, de le rendre hilar. Pire encore, Jean-Jacques Rebout a souhaité clouer le bec à toutes les personnes qui se moquent de Gaulle, et c'est bel et bien réussi. Jean-Jacques Rebout a su ressusciter d'entre les morts une personnalité emblématique pour créer un polar historique autour de Bernard Maresquier, un narrateur complètement dingue. Un polar où le mystère d'une rencontre dissonante entre un militaire et un artiste à l'oreille amochée va opérer. Quelle belle palette, quel beau mélange de couleurs, quel beau coup de pinceau. À chaque page tournée, c'est une nouvelle folie,
Vous allez vivre l'adultère et vous allez avoir envie de tuer votre femme avec des poulets. Oui, oui, des poulets qui font cote. Vous allez décomplexer de tout. Mesdames et messieurs, lorsque vous allez apprendre que le général suçait son pouce, Regout détient bon nombre de secrets gauliens. Clos du spectacle, vous allez être enseveli par un mur de yaourt. Oui, un mur de yaourt va s'effondrer sur vous. Vous allez en manger des yaourts, des tonnes, à tel point que vous allez devenir accro. J'en suis à 58 par jour. C'est un sacré budget, et je ne sors jamais sans mes yaourts. Heureusement que j'ai bien facturé ce dossier. Je pourrais m'en acheter des bio. Vous allez suivre Bernard, même sous la terre, la bouche pleine de céréales. Je ne vous en dis pas plus, ce serait gâcher votre plaisir. Parce que mon client est coupable d'avoir écrit un polar historique déroutant, hors du commun, divinement bien écrit. Je demanderai à votre cour de le condamner à la peine la plus lourde qui soit, de lui décerner le prix marseillais du polar. Mais je profite. Je dépasse mes limites. Comme la personne que je défends, je profite de ce procès, de cette occasion, pour lancer au public marseillais, en direct de Radio Londres, Radio Marseille, un appel à la non-résistance, à la lecture. Ne résistez pas une seconde de plus et rendez-vous complice de ce merveilleux crime, de ce crime parfait. Dévorez-le. Adonnez-vous à des orgies de yaourt. Et vive la Gaule! J'avoue, j'ai eu peur un moment que l'avocat de notre pauvre garçon balance les yaourts sur le public, mais heureusement, nous restons... Alors, monsieur Regout, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à cette plaidoirie enflammée? Oui, j'ai beaucoup de choses à ajouter, mais je ne vais pas tout dire, sinon on sera encore là demain matin. Alors, je voudrais d'abord déclarer que ce livre, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Pardonnez mon émotion, c'est le général de Gaulle lui-même. Alors, je vais vous raconter brièvement mon histoire. Je suis né, mais ça ne durera pas plus de 10 minutes. Je suis né dans une ferme où j'avais un père, comme tout le monde, et mon père n'aimait pas trop le général de Gaulle, parce qu'à l'époque, il y avait un homme politique qui ressemblait beaucoup à notre président, qui s'appelait Jean Le Canuet. Et mon père, qui n'avait pas la télévision, et ma mère d'ailleurs, parce que je vivais chez mes parents, était fasciné par Jean Le Canuet, et il n'aimait pas le général de Gaulle. Or, moi, je croyais, du haut de mes 4-5 ans, que le général de Gaulle, c'était le nom qu'on donnait automatiquement à tous les présidents de la République. Et je me souviens qu'en 1967, mon père disant à ma mère, « J'irai pas voter pour de Gaulle. Il nous a fait du bien en 40 par rapport au maréchal, mais j'irai pas voter pour lui. » Et moi, je lui avais dit, « Mais papa, si tu votes pas pour le général de Gaulle, on va changer de nom le pays. » Parce que moi, je pensais que le général de Gaulle, c'était le nom des présidents de la République, parce que nos ancêtres sont les Gaulois. Voilà. Et je pense que le général, qui était encore vivant, évidemment, en 1965, a eu vent de cette chose. Et quelque temps après son décès, je ne vous dirai pas quelle date, il est venu me visiter pendant mon sommeil. À l'époque, je vivais à Auvers-sur-Oise. J'ai eu et j'ai passé beaucoup de temps sur... Enfin, j'ai passé quelques minutes sur la tombe de Vincent Van Gogh. Et ce jour-là, tout ce que je vous dis est vrai. Avant, c'était un peu fabuleux. Ce jour-là, j'apprends au café du commerce d'Auvers-sur-Oise où Vincent Van Gogh a fini ses jours, que non loin de là, à Chaponval, vivait un certain Bernard de Gaulle. Alors Bernard de Gaulle, c'est le neveu du général, il est toujours vivant, il a 95 ans. Et j'apprends concomitamment, je parle comme les avocats, que la femme de Bernard de Gaulle était une peintresse du dimanche. Et donc j'ai fait une petite enquête et je me suis aperçu, j'ai tiré le fil de cette petite chose, que Van Gogh, c'est un nom flamand, de Gaulle, c'est un nom flamand, et ils ont la même étymologie, figurez-vous. Et petit à petit, là je le général est venu me voir en me disant, tu as raison, je n'imite pas très bien le général, tu vas écrire mon histoire, alors tu vas écrire ma rencontre. Alors c'était compliqué parce que Charles de Gaulle naît 4 mois et 2 jours après le suicide, c'est un bien gros mot, on n'est pas sûr, de Vincent Van Gogh. Donc je n'ai pas écrit ce livre
ce livre m'a été dicté par le général, et j'ai une preuve, sans que vous ayez besoin de le lire, c'est que cette fameuse incantation que mon avocate, ou Pachou, Paya, voulez-vous que je vous dise de quoi il s'agit vraiment? Non, je serais tenté de ne pas le lire parce qu'en me disant vous allez lire le livre, mais c'est vraiment très sérieux. Je suis très sérieux, hein, j'ai l'air un peu fou. Mais le général de Gaulle avait 3 enfants et sa petite fille qui s'appelait Anne, qui était malade. À l'époque, on ne disait pas trisomique ou mongolienne. Il s'occupait beaucoup d'elle. Alors, pas beaucoup parce qu'il était souvent parti par Monts-et-Parvaux, évidemment, à cause de ce gros comte Pétain là, qui avait signé la collaboration. Mais il s'occupait beaucoup d'elle. Et à chaque fois qu'il la voyait, là j'ai des témoignages. Alors là je vous dirai pas qui me l'a dit, parce que c'est dans des livres où on dit pas l'origine. Il prenait la petite Anne sur ses genoux et il lui disait oh Pachou. Il était un peu raide parce que le général on l'imagine pas avec un petit bébé. Et il lui disait oh Pachou, Faya. Et ça faisait rire la petite Anne qui est morte à l'âge de 26 ans. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Alors, vous êtes un peu frustré, je l'ai un peu coupé, mais je connais l'histoire en entier. En général, ça dure une nuit, quoi. Hein. Donc, j'ai voulu vous éviter de dormir ici cette nuit. Monsieur le Président du jury, est-ce que vous avez quelque chose à demander à ce malheureux? Hélas, oui, Monsieur le Président. Monsieur Rebout, vous l'avez dit vous-même, vous êtes habité par le général. Quel dommage. Mais il y a peu de temps, une chercheuse universitaire allemande a publié une thèse qui défend le fait que Van Gogh ne s'est pas coupé l'oreille et que le pansement qui apparaît sur le tableau, enfin sur le tableau, ne correspond pas à la blessure qu'il aurait pu avoir. Si vous aviez eu connaissance de cette thèse, ou si vous aviez fait votre travail de journaliste, d'investigation, pour avoir connaissance de l'actualité, est-ce que vous auriez changé l'histoire de ce roman? Tout d'abord, permettez-moi de m'étonner que vous preniez un ton de procureur pour m'accuser d'une chose. Oh, tout de même, on n'est pas loin de l'accusation. Non, alors j'ignorais complètement cette chose, mais je pense que si je l'avais su, j'en aurais fait un roman un petit peu plus long, parce qu'il y aurait eu un peu plus... Non, mais très sérieusement, je voudrais dire que je suis ravi d'être ici, invité par Monsieur le Président d'El Papas, que je connais depuis très longtemps, je connaissais même avant notre naissance, enfin c'est dire, ça remonte à des liens très... Ouais, tout. Non, je ne dirai pas plus. Mais j'ai été surpris et honoré en même temps d'être sélectionné dans ce prestigieux prix au niveau du roman historique, parce qu'en écrivant De Gaulle, Van Gogh, ma femme et moi, je n'avais pas du tout l'impression d'écrire un roman historique. Or, c'en est un, et le mot de la fin, c'est le gaullisme est soluble dans la peinture à l'huile. Et le gaullisme est même soluble dans tout ce qu'on veut, la peinture, le pénisme, tout ce qu'on veut. Le gaullisme est mort avec le général de Gaulle, voilà, ce sera le mot de la fin. Merci. J'appelle à la barre un autre personnage aussi très intéressant.